bien, Nissan Perelman, Dominique Vital, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fondation Copernic Bonsoir. et Bonsoir. donc d'avoir accepté de mener avec nous cet entretien dont le thème est Où va Israël? Pour vous présenter rapidement, Litzan Perelman, vous êtes doctorante en sociologie politique à l'Université Paris-Cité et ingénieure en études sociologiques au CNRS. Et vous êtes également cofondatrice du blog Yaani, qui s'écrit Y-A-A-N-I. Dominique Vidal, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes co-directeur de la collection Le Monde d'après aux liens qui libèrent, et vous avez consacré de nombreux ouvrages au conflit israélo-palestinien. Alors, le thème de cette émission, c'est Où va Israël? Pourquoi ce thème? Parce que ça fait 6 mois que la guerre dure à Gaza, qu'on en est à près de 33 000 morts palestiniens recensés, essentiellement des civils. Nous sommes en présence de destructions de très grande ampleur. Les hôpitaux, les lieux de culte ne sont pas épargnés, pas plus que les distributions humanitaires. Quelques jours encore, on l'a vu. Les Et journalistes. oui, et les premières questions donc, qui viennent à l'esprit aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui permet à Israël d'aller si loin? Et où va Israël à travers cette guerre totale menée aujourd'hui dans la bande de Gaza? Mais peut-être commençons par la première. En 1982, les massacres de Sabra et Shatila ont causé entre 800 et 3000 morts civils. Des centaines de milliers d'Israéliens étaient alors descendus dans la rue pour dénoncer ces massacres. Et une commission d'enquête avait été mise en place qui avait conduit Sharon à démissionner du gouvernement. On ne voit rien de tel aujourd'hui, alors que le nombre des victimes est à ce jour au moins 10 fois plus élevé que celui de Sabra et Shatila. Que se passe-t-il donc en Israël pour qu'une telle situation soit devenue possible? Moi, Peut-être, oui, il me Dominique? semble qu'il faut qu'on réfléchisse, puisque nous sommes aussi des journalistes, euh, à- aux raisons pour lesquelles il y a une telle incompréhension de ce qui se passe. Alors, je mets de côté tous ceux qui ont pour vocation de défendre Israël quoi qu'il arrive, et y compris de défendre cette guerre à caractère génocidaire. Je m'interroge surtout sur les autres, c'est-à-dire ceux qui sont, disons, de bonne foi et qui, de bonne foi, n'arrivent pas à comprendre. Et je crois qu'il y a une raison, il y en a évidemment d'autres, mais il y a une raison centrale, c'est qu'il y a eu depuis janvier 2023 une sous-estimation du changement qualitatif représenté par le nouveau gouvernement israélien. Pour mémoire, autour d'un Likoud radicalisé et d'ultra-orthodoxes de plus en plus théocratiques, on a deux partis suprémacistes, racistes et homophobes qui ont obtenu 14 députés, des ministères clés. Ben Gvir est ministre de la Sécurité nationale, Smotrich se retrouve à la tête de la Cisjordanie en pratique. Et c'est un courant qui est parfaitement identifié dans l'histoire politique israélienne. Ce sont des héritiers du rabbin raciste Kahana, qui avait été élu, mais il était le seul en 1988. D'ailleurs, quand il faisait un discours, tous les autres députés quittaient la salle. Ce n'est pas visiblement ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout, son parti, CAR, avait été interdit en 1994. C'est à ces gens-là que Netanyahou a rouvert les portes depuis 2021, à la fois sans doute pour sauver son pouvoir et aussi son immunité par rapport au procès qui l'attend. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'on dit suprémaciste, alors pour faire le rapprochement avec les suprémacistes blancs, mais il faudrait dire plus que ça, parce que c'est un courant que le clan Netanyahou incarne avec ses nouveaux alliés, qui est non pas, comme on le dit souvent, un courant issu du bêta révisionniste de Jabotinsky, mais de la scission fasciste de ce bêtard. Ça s'appelait à l'époque les birionim, c'est-à-dire les voyous, et le père de Netanyahou était un des militants très actifs de ces voyous. Et quand on voit, on saute une génération, Yair Netanyahou, le fils bien-aimé de Netanyahou, eh bien, on s'aperçoit que c'est un homme
qui a été jusqu'à donner son visage à une affiche des néo-nazis de l'Alternative für Deutschland en Allemagne, une affiche qui parlait d'une Europe chrétienne et indépendante. C'est-à-dire que pour cet homme-là, euh, c'est plus important pour lui ses choix fascistes que sa judéité. On est quand même devant quelque chose de absolument incroyable. Et moi, je me souviens avoir écrit dès le mois de janvier, attention, ne sous-estimez pas ce nouveau gouvernement. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements Netanyahou passés, celui de 2009, celui de 2015. Et avec des risques énormes. J'avais écrit noir sur blanc, des risques majeurs de répression des Palestiniens, des risques d'annexion, des risques de tentative de nouvelle Nakba, avec Smotrich en particulier en Cisjordanie. Plus le reste, ce que nous savons évidemment, c'est-à-dire les grandes manifestations qui ont dû descendre dans les rues pendant un an, presque tous les samedis, contre une tentative de coup d'État parce que la marginalisation de la Cour suprême, ça signifiait qu'il n'y avait plus, en termes français, ni Conseil constitutionnel, ni Conseil d'État, ni Cour de cassation. Bref, on a un gouvernement dont on doit mesurer ce qu'il représente pour comprendre ce qu'il fait. Sinon, on a l'impression que c'est incroyable, parce que c'est vrai que ce que fait Israël à Gaza, de la même manière que le 7 octobre était incroyable, évidemment que cette vengeance absolument disproportionnée contre la population civile de Gaza, elle est incompréhensible si on n'a pas en tête qui sont les hommes qui dirigent cette politique. Alors, on dit que justement, ce gouvernement est très contesté en raison de nombreuses manifestations qu'a connues Israël depuis la mise en place de ce gouvernement à propos justement de la réforme constitutionnelle. Mais est-ce qu'il est contesté sur ce qu'il fait à Gaza? Alors, c'est une très bonne question. Je voudrais juste tout d'abord rajouter à ce que Dominique a dit qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui disent bon, les gouvernements israéliens sont tous sionistes, ont tous participé à les crimes qui a commis l'État d'Israël pendant des longues années. Et c'est vrai, les gouvernements de la gauche ont participé de manière très active dans la colonisation. Il y a concrètement des députés de la gauche, du Parti travailliste, qui ont donné des armes aux colons pour pouvoir coloniser, par exemple, la ville de Hébron. Mais comme Dominique a dit, le gouvernement a nommé le 28 décembre 2022 et un gouvernement différent. Donc, il y a effectivement les Kahanistes, donc il y a Ben Gvir qui est l'héritier de Kahana, qui arrive en Israël en 71 après que son organisation est définie comme une organisation terroriste aux États-Unis. Et Kahana, dont la seule idée, il pense même pas aux Palestiniens des territoires occupés, mais plutôt des Palestiniens citoyens d'Israël. Sa seule idée, c'est d'expulser ces Palestiniens, de vider l'État d'Israël de ses citoyens non juifs. Ben Gvir, on le voit la première fois à la télé, on pense que c'est en 95, lorsqu'il touche l'emblème de la voiture de Rabin et dit si on a arrivé à avoir cet emblème, on arriverait aussi à toucher à Rabin. La Mais plaque d'immatriculation, hein. exactement. Mais en effet, c'était en 94, lorsqu'il est responsable de la jeunesse de CAR. Et il dit dans une émission de jeunesse devant trois jeunes travaillistes, il dit la loi de tu ne tueras pas ne s'applique pas aux Juifs. Et il dit concrètement, si la Cisjordanie, qu'il appelle Judée et Samarie, va être évacuée par les soldats, je vais utiliser la violence contre ces soldats. Donc, on a Ben Gvir et on a Smotrich qui est l'héritier de Gush Emunim, le mouvement des colons. Mais Smotrich, il représente la faction la plus extrémiste de ces colons. Donc, on a ces deux extrémistes, à la fois des Kahana et de Gush Emunim qui arrivent au gouvernement.
Et les premières choses qu'ils font, c'est vraiment des grandes réformes. Donc, on voit effectivement la réforme judiciaire. Tout le monde pense que la réforme judiciaire a comme seul but de détruire la Cour suprême. Mais le vrai but, bon, détruire la Cour suprême, c'est le moyen. Et le but ultime, c'est l'annexion et c'est l'élargissement de la colonisation. Donc, ça, ils mettent en place. Mais ils mettent en place d'autres réformes dont personne parle. Donc, par exemple, comme Dominique dit, Smotrich devient concrètement le responsable de la Cisjordanie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il devient le responsable de l'administration civile, l'organe militaire qui doit gérer les aspects civils de la Cisjordanie, un territoire occupé, un territoire où il y a un régime militaire. Et ce que ça veut dire, un civil qui gère concrètement les aspects civils d'un territoire occupé sous un régime militaire, les juristes disent, notamment le juriste israélien Michael Sfard, disent qu'il s'agit d'une annexion de facto. Donc, ils mettent en place sur le terrain des réformes très importantes. Et maintenant, pour votre question par rapport aux manifestations et est-ce que ce gouvernement est actuellement contesté? Donc, je vais répondre de deux façons différentes. Parce que premièrement, les sondages montrent effectivement qu'il y a de moins en moins de soutien à ce gouvernement, même si, bon, après le 7 octobre, on voit que ce soutien est vraiment très, très bas, mais maintenant, il commence à monter petit à petit. C'est-à-dire, la plupart des Israéliens considèrent que Netanyahou doit partir après la guerre, pas pendant la guerre, après la guerre. Mais on voit quand même Ben Gvir qui monte dans les sondages, donc Ben Gvir, l'héritier de Kahana. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que la plupart des Israéliens veuillent que Netanyahou parte ne veut pas dire que la plupart des Israéliens sont contre ce qui se passe à Gaza. Au contraire. Les Israéliens soutiennent ce qui se passe à Gaza et les Israéliens veulent que l'armée fasse de plus en plus d'actions larges et meurtrières à Gaza. C'est-à-dire, il y a un grand soutien, il y a aussi une ignorance horrible dans les médias, au sein de la société. Par exemple, juste un petit exemple, cette semaine, il y avait un reportage qui avait comme but de montrer que la famine à Gaza, c'est une histoire complètement fausse et imaginaire. Donc, il y a à la fois une ignorance, mais aussi une non-volonté de savoir ce qui se passe. Et aussi, quand il y a des organisations de la société civile, des médias comme Haaretz, comme Sicha Mekomi, donc des médias pas forcément alternatifs, de gauche, qui essayent de montrer aux Israéliens ce qui se passe à Gaza, ils justifient ce qui se passe. Donc, il faut différencier entre la volonté de voir Netanyahu partir et la volonté de voir l'armée accomplir sa mission à Gaza. Donc, Car Lisa, on a bien compris, pardon, ce gouvernement n'est pas pareil à ceux d'avant, hein. Néanmoins, est-ce que la gauche israélienne n'a pas sa part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer? Et est-ce que malgré tout, dans l'histoire d'Israël, les différents courants du sionisme, finalement, ne se sont pas accommodés les uns des autres pour imposer, au bout du compte, des faits accomplis qui ont arrangé un petit peu tout le monde, hein, même si les formes, évidemment, ont pu différer selon les gouvernements. Karl, je crois que ta question le montre. Il faut vraiment avoir en tête le débat politique qui existe autour de ces questions dont nous parlons. Ce n'est pas un débat abstrait. Moi, j'ai des amis israéliens qui étaient des militants très actifs qui ont quitté Israël. Ce n'est pas un cas isolé, hein, il y en a beaucoup, très, très nombreux. Et certains d'entre eux sont revenus en Israël juste pour la campagne électorale du 1er novembre de l'année dernière. Et à ce moment-là, ils sont venus pourquoi? Pour appeler à voter blanc. Ne voter ni pour la droite, ni pour ce qui reste de gauche. C'est ça la gravité des choses. On est dans un débat très connu dans l'histoire du mouvement progressiste. Je ne veux pas faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais quand même, je la fais pour qu'on se comprenne. Euh, le SPD, la social-démocratie allemande, et le KPD, le Parti communiste allemand, ont considéré dans les années 30 qu'Hitler n'était pas un danger réel. Et donc, ils ont passé leur temps à se désigner l'un l'autre comme le danger principal. Le résultat, ça a été le nazisme.
Et on ne peut pas dire, on peut évidemment dire que le SPD, c'est le capitalisme, ou une société encore capitaliste, et le nazisme est une forme particulière de société capitaliste. Mais ça, pour les gens qui en sont victimes, ça n'est pas égal. C'est pas égal d'avoir une forme d'occupation dure comme les travaillistes ont pu en faire et d'avoir le massacre de dizaines de milliers de civils et de femmes à Gaza. On ne peut pas comparer les choses, hein. Donc je crois que c'est très très important de ne pas laisser cette espèce de flou qui favorise énormément toute la campagne de brouillage autour de Gaza. Maintenant, sur la question proprement dite, moi, je suis entièrement d'accord avec ta remarque. C'est-à-dire, je crois que ce n'est pas seulement le cas d'Israël. Dans tous les pays où il y a eu une forte poussée de l'extrême droite, voire une victoire de l'extrême droite populiste, j'entends, on a la même caractéristique, c'est qu'il n'y a pas d'alternative de gauche. Là où il y a une alternative de gauche, il y a la possibilité, si elle est solide, si elle est populaire, d'empêcher les choses. On a vu comment les Kaczynski ont perdu le pouvoir en Pologne, après des années de populisme, d'une vulgarité politique exceptionnelle. On a vu que Bolsonaro a été mis en échec par Lula. Donc, on n'est pas dans un monde où ce serait une fatalité que la victoire des néo-nazis ou des néo-fascistes. Ça dépend de la capacité de la gauche à présenter une alternance réelle. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Nitzan, ça n'est pas le cas en Israël et ce n'est pas d'aujourd'hui. On oublie souvent, et il faut le dire que c'est vrai, que l'essentiel de la Nakba, en 1948-49, 47 aussi d'ailleurs, s'est fait des mains de la gauche israélienne. C'est le Palmach, c'est-à-dire les brigades d'assaut de la gauche, c'était vraiment la gauche, ce qui est devenu le MAPAM depuis. C'est ces brigades, le Palmach, qui ont euh, organisé la prise et l'expulsion de la plupart des villages arabes. Donc c'est vrai que la gauche, et puis après il y a eu toute l'aventure de Rabin, c'est vrai que la gauche a été incapable de produire une alternative réelle. On parlait d'autrefois de camp de la paix, il n'y a plus de camp de la paix. Il y a des ONG actives, heureusement, il y a des gens qui se battent, mais on ne peut pas dire qu'il y a encore un camp de la paix en Israël. Et ça, c'est la responsabilité, non pas de Netanyahou, de Ben Gvir ou de Smotrich, mais des dirigeants du Parti travailliste, du Meretz, et pour une part des dirigeants des partis palestiniens d'Israël. Parce que je pense qu'il y a une responsabilité des uns et des autres dans l'incapacité à créer une alliance qui est la seule possibilité pour sortir Israël de la catastrophe, c'est-à-dire une alliance de la gauche palestinienne et de la gauche juive. Nitzan parlait de l'invisibilité de ce qui se passait en Israël. Est-ce que cette invisibilité, on ne la connaît pas aussi aujourd'hui en Occident? Est-ce que on ne peut pas dire que, au regard de ce qu'on peut voir dans les pays arabes, notamment sur la télévision, est-ce que l'Occident montre vraiment sur ces chaînes de télévision ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza, ou est-ce que cette invisibilité, elle existe aussi chez nous? Alors, tout d'abord, je veux dire que ben, on est en 2024 et heureusement que les réseaux sociaux existent et qu'on peut avoir des sources d'informations alternatives qui n'existaient pas avant. Mais effectivement, c'est hallucinant déjà de voir le niveau de débat dans les médias étrangers, dans les médias français, notamment parce qu'on est en France. Et ce qui est d'autant plus hallucinant, c'est de voir un porte-parole de l'armée israélienne qui parle dans les médias français. Je me rappelle pas avoir vu même le porte-parole de l'armée ukrainienne qui parle dans les médias français. C'est-à-dire, je pense que c'est complètement inimaginable. Donc, effectivement, il y a une ignorance. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les jeunes qui partagent des informations. Et ce qui est plus important pour moi en tant qu'hébréophone et en tant que spécialiste qui travaille sur le discours de la société israélienne, il y a énormément de vidéos en hébreu qui circulent avec des traductions.
Donc, ce que disent, par exemple, les journalistes de la chaîne 14, la chaîne de l'extrême droite, ce que disent les membres du gouvernement, les appels concrètement à génocide, les appels à évacuer la population gazaouite. Donc, il y a vraiment une source d'information importante qu'il faut mobiliser. Mais nous, on a créé, en tant que jeunes chercheurs, on a créé le blog Yani dans ce but-là, permettre aux francophones, parce qu'en anglais, il y a quand même des sources alternatives, mais pour les francophones, il y a de moins en moins de sources qui montrent vraiment, qui défient le discours des médias mainstream. Et c'est vraiment important de voir ce genre de sources, c'est-à-dire d'accéder aux témoignages sur le terrain. Et si je peux dire quelque chose aussi par rapport aux médias israéliens, parce que j'ai pu analyser ça aussi, c'est que les médias israéliens, notamment dans les guerres, mais de manière générale, participent activement dans la hasbara d'Israël, c'est-à-dire dans la justification d'Israël commet, dans l'explication de ses actes. Mais on voit depuis le 7 octobre une radicalisation importante dans les médias israéliens. On voit des journalistes qui eux aussi appellent à commettre des actes génocidaires. Par exemple, on voit Danny Kouchmaro, qui est un des journalistes les plus appréciés en Israël, dans la chaîne la plus visionnée en Israël, qui dit devant la caméra directement, il ne faut pas leur donner même une cuillère d'eau. Et c'est ça qu'il dit directement. Il y a aussi Tzvi Reskeli dans la chaîne 13, qui est considérée de manière paradoxale par la droite comme une chaîne gauchiste, qui dit, lui, dommage que l'opération israélienne à Gaza n'a pas commencé avec un bombardement plus massif et avec 100 000 personnes tuées. Donc, on voit effectivement les médias occidentaux qui montrent une partie de la Hasbara israélienne, mais je peux vous dire que sur place, en Israël, les médias israéliens, non seulement rendent aveugle la société, mais participent activement dans la volonté, dans la demande d'aggraver l'action israélienne à Gaza, l'opération israélienne à Gaza. Est-ce que je Et, peux dire, et pour pardon. enchaîner sur ce que dit Nitsan à l'instant, que c'est particulièrement grave de la part des médias, des grands médias français qui ne sont pas innocents dans cette affaire. Ils savent ce qui se passe. Sauf qu'avant, il y a de longues années, nous avions des gens comme Charles Anderlin qui essayait à sa manière de faire connaître réellement la dangerosité du mouvement populiste et du mouvement ultra-orthodoxe en Israël. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui sont quasiment embedded, c'est-à-dire embarqués avec l'armée israélienne. Je suis stupéfait personnellement. Je suis depuis toujours, comme beaucoup de gens de gauche en France, quelqu'un qui regarde plutôt France 2 que TF1, mais en réalité, c'est une illusion. Mais là, il n'y a pas de Gaza à France 2. Quand on voit arriver Anne-Sophie Lapix, on sait qu'elle ne va pas parler de Gaza. Quand on voit arriver les envoyés spéciaux français, les envoyés féminines spéciales françaises là-bas, pas un mot. On nous parle du 7 octobre, et je trouve tout à fait légitime qu'on nous parle du 7 octobre, mais on est quand même presque au mois d'avril, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis le 7 octobre. Et ça ne diminue pas la gravité du 7 octobre que de dire ce que l'armée israélienne fait depuis le 8 octobre à Gaza. Donc je crois que c'est très important. Euh, Autre chose pour glisser sur un autre aspect du sujet, moi, ce qui me paraît le plus incroyable dans tout ce qui se passe, c'est pas la guerre menée par Israël à Gaza. Personnellement, j'ai toujours vécu, depuis que je suis presque 50 ans, ce conflit. Euh, Ça a toujours été de pis en pis et on a toujours eu une armée israélienne qui a été de pis en pis. Non, moi, ce qui me paraît incroyable, c'est l'attitude de Joe Biden, qui est en train de se suicider à la veille des élections présidentielles alors qu'il sait parfaitement que l'attitude de soutien qu'il apporte à l'armée israélienne, donc à Netanyahou, tout en faisant des discours contre lui,
parce que Netanyahou, qu'on le traite de, excusez-moi l'expression, Arschloch en allemand, euh, asshole, je crois, en anglais. Enfin bref, qu'on le traite de trou du cul, ça lui est tout à fait égal. Ça doit l'énerver, mais en revanche, les bombes, les munitions, les canons, tout ça arrive au rythme qu'il faut. Il y en a beaucoup plus que de largage de produits alimentaires. Alors moi, je n'arrive pas, personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui sont spécialistes des États-Unis, je leur dis, mais comment c'est possible? Biden sait très bien qu'une bonne partie de l'électorat démocrate aujourd'hui est hostile à cette guerre. Et d'ailleurs, le dernier Gallup qui porte sur l'ensemble de la population américaine, on a une inversion, c'est-à-dire il y a plus de gens qui sont contre la guerre israélienne que de gens qui sont pour. Et Biden continue. Il vient d'avoir la claque du Michigan, où l'appel à voter blanc a produit 100 000 voix du côté démocrate dans la primaire. C'est quand même, enfin, c'est démontré par noir sur blanc que l'attitude de Biden l'emmène vers une défaite électorale cinglante. Et donc le retour de Trump, ce qu'attend évidemment Netanyahou, ce qu'attend évidemment Poutine, etc. Il y a beaucoup de choses assez difficilement compréhensibles. Et est-ce qu'il y aurait, à votre sens, une différence qualitative entre Trump, président des États-Unis, et Biden, président des États-Unis, au regard du conflit israélo-palestinien? Ben, il y a la même différence qu'entre Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. C'est-à-dire que Belmondo est quand même plus drôle. Alors Biden, c'est involontairement qu'il est drôle. Mais il n'y a pas de différence. C'est méchant pour Belmondo. Non, non, mais le pauvre, de là où il est. Non, je Euh, trouve il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. C'est-à-dire, on ne peut pas dire c'est le lobby juif, parce que justement, la caractéristique de ce qui se passe aux États-Unis, c'est que la communauté juive a été cassée en deux par le duo Trump-Netanyahou, et que depuis, on a des juifs qui sont une bonne partie de l'électorat démocrate, qui sont en tout cas vote démocrate à plus de 80%, et qui entraînent ce mouvement de la gauche démocrate. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle, pour moi en tout cas, de l'attitude de Biden. De l'attitude américaine, oui, bien sûr, les Américains ont besoin d'alliés qui servent de relais à leur reste d'hégémonie dans le monde. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à la raison pour laquelle Biden se suicide. Et il faut rappeler aussi, et ça on oublie souvent, que ce gouvernement, quand il a été nommé, une des questions qu'il voulait définir à nouveau en Israël, c'est la définition de qui est juif. Et pour une grande partie de ce gouvernement, dans la coalition gouvernementale, juste pour donner quelques chiffres, il y a 50% des religieux. Et ces 50% des religieux considèrent tous que les juifs libéraux ne sont pas des vrais juifs. Donc, ça veut dire il y a même un ministre qui voulait changer le droit au retour, qui voulait changer la définition de qui est juif. Et Smotrich, par exemple, qui est donc un des ministres principaux de ce gouvernement, considère que les juifs libéraux et réformistes ne sont pas des vrais juifs. Donc, effectivement, il y a un vrai écart entre ce que le gouvernement représente avec Netanyahou qui fait ce qu'il veut, si je peux dire comme ça, et ce que l'opinion internationale considère. Et je veux aussi alerter sur un phénomène intéressant que j'ai étudié. Là, on voit la critique internationale qui est de plus en plus forte. Mais moi, j'ai étudié ce processus et ce qui se passe, c'est que plus l'opinion internationale est critique envers Israël, plus la société israélienne se renferme sur elle-même et les idées nationalistes et racistes se renforcent. Là, si vous allez en Israël et vous dites en tant que juif que vous habitez à Paris, à Londres ou ailleurs, on va vous dire ah là là, mais c'est tellement dangereux là-bas pour les Juifs. Ça veut dire que non seulement les Israéliens se renferment sur leurs idées parce qu'ils se disent tout le monde sont contre nous et ils comprennent pas ce qu'on vit ici, mais ils considèrent aussi, ils sont tellement aveuglés et ils considèrent que c'est plus dangereux ailleurs que
en Israël où il y a une guerre en ce moment. Bon, c'est vrai que la majorité des choses se passent à Gaza. Il y a quand même un peu de roquettes, mais disons, c'est un pays en guerre. Et il se renferme face à la critique internationale qui renforce cette droitisation de la société israélienne qui a place depuis le début des années 2000. Et je pense qu'on va voir les conséquences de cette droitisation face à la critique internationale renforcée dans les prochaines élections. C'est un phénomène assez fréquent, hein, de cette espèce de bunkérisation des pays quand ils font l'objet d'une condamnation internationale. Mais il y a deux points peut-être qu'on pourrait explorer ensemble de façon un peu plus approfondie. Pourquoi Joe Biden? Est-ce qu'on ne peut pas relier ça aussi au travail de fond qu'a fait la droite israélienne depuis longtemps, hein, depuis même Begin, hein, jusqu'à Netanyahou après les accords d'Oslo, etc., en direction des fondamentalistes chrétiens américains qui aujourd'hui ont un poids déterminant et même dissuasif qui doit peser aussi sur Joe Biden. Aujourd'hui, c'est peut-être pas, sans doute pas un lobby juif aux États-Unis qui pèse le plus lourd, mais plus le lobby fondamentaliste chrétien. Et ça, c'est une des questions que je voulais vous poser. Et puis une autre question qui n'a rien à voir, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que disait Nitsan tout à l'heure. Sur ces journalistes qui ont pignon sur rue et qui tiennent des propos très surprenants hein, par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Euh, Vous avez caractérisé des membres du gouvernement comme ultra-racistes, hein, mais est-ce que ce racisme anti-arabe ne diffuse pas plus largement que ces partis clairement identifiés dans la société israélienne? Est-ce qu'on peut un petit peu aller sur ces deux points? Peut-être sur Biden, un point de plus. Je suis d'accord sur le poids des évangéliques dans le soutien à Israël. Mais ça ne se manifeste pas très nettement en ce moment, justement. C'est-à-dire, le rapport est un rapport moins direct, moins mécanique que ce qu'était le rapport il y a 20 ans ou 30 ans entre Israël, la droite israélienne et les juifs américains. Il n'y a pas, comment dirais-je, dans le jargon marxiste, on parlait d'intellectuels organiques. Disons que les intellectuels juifs américains de droite étaient des intellectuels organiques d'Israël, pour dire les choses franchement. C'est pas le cas des évangéliques, ça fonctionne pas de la même manière. Ça fonctionne plus sur des images, des valeurs. L'idée que ben, nous, on a chassé les Indiens, eux, ils chassent les Palestiniens, enfin des choses, et puis des choses qui nous échappent à tous les trois parce que ce sont des choses complètement irrationnelles. Quand les juifs évangéliques nous disent mais nous, on veut que tous les juifs se rassemblent en Palestine, alors on dit formidable, enfin la droite israélienne dit formidable, c'est génial, mais on n'attend pas la deuxième phrase. La deuxième phrase, c'est pour qu'ils se convertissent tous au christianisme, ce qui permettra à Armageddon de se dérouler avec une victoire des forces du bien contre les forces du mal. Alors là, on est dans la partie de je vous soutiens avec la corde, comme on soutient le pendu. Donc, je crois quand même, personnellement, j'ai l'impression que ce qui joue le plus, et après tout, c'est pas mal qu'on se rende compte du rôle des individus dans l'histoire, je crois que Biden est un exemple de cette classe politique démocrate américaine qui a été fondamentalement sioniste depuis le début. C'est Truman, enfin, on peut faire la liste, Truman, Nixon, Mhm. on trouve les mêmes profils. Et donc, il est en retard sur son propre électorat, sa propre société. C'est l'impression que j'ai. Hein. Sur le racisme, je préfère que ce soit Nitsan qui nous dise parce qu'elle a fait un excellent Très bien. article, un numéro de Confluence Méditerranée qu'on avait publié il y a 2 ans, je crois. Et d'ailleurs, Dominique et moi, on a travaillé ensemble aussi sur ce sujet. Et effectivement, le racisme anti-arabe ne peut pas être associé uniquement au parti de l'extrême droite. Pas du tout. Le racisme anti-arabe caractérise le sionisme de manière générale et le régime israélien depuis la fondation de l'État d'Israël. C'est-à-dire, il y avait cette idée que l'Occident arrive en Orient, arrive exactement comme tous les sociétés coloniales. Donc, il y a vraiment cette idée où on arrive
aider les gens qui ne connaissent rien et qui sont pas cultivés. Euh, mais effectivement, on voit qu'avec le développement de la question palestinienne aussi des guerres et l'occupation de manière générale, on voit la colonisation, on voit le racisme anti-arabe qui se développe de plus en plus. Et ça, c'est très important de comprendre. Donc, à la fois à l'intérieur d'Israël, envers les citoyens du pays, bien sûr, envers aussi les Palestiniens des territoires occupés. Et il y a un moment important pour ce racisme, notamment à l'intérieur de l'État d'Israël. Et j'insiste sur ces événements qui ont été un peu oubliés. C'est les événements de mai 2021. En mai 2021, il y a une autre opération à Gaza qui a commencé avec des manifestations à Sheikh Jarrah à cause de l'évacuation d'une famille palestinienne de sa maison et aussi la police israélienne qui coupe les enceintes en plein Ramadan dans El-Aqsa. Il y a des affrontements qui se déclenchent à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur des villes mixtes. Les villes mixtes, c'est des villes où la minorité palestinienne est plus présente qu'ailleurs. D'ailleurs, que 10% des 2 millions de citoyens palestiniens d'Israël vivent dans ces villes mixtes, mais il y a des affrontements entre citoyens juifs et arabes. Et c'est un moment qui est après utilisé notamment par Itamar Ben-Gvir. Après, il va utiliser ça pour être élu. Et il caractérise les Arabes, les émeutes des Arabes, la violence organisée, sachant qu'il y avait une violence organisée aussi du côté des Juifs. Et il les caractérise comme une menace antérieure, comme des barbares, comme des violents. Et il fait la comparaison entre les citoyens, les Palestiniens citoyens d'Israël et les Palestiniens territoires occupés, sachant que la droite, tout ce qu'elle fait, c'est vouloir distinguer pour ne pas justement créer la cause palestinienne générale. Et puis, il utilise ça et, bon, il a dit et c'était pas très couvert, mais au lendemain du 7 octobre, tout ce qui intéresse Itamar Ben-Gvir, c'est d'avertir la société juive israélienne et de dire, attention, les citoyens palestiniens de l'État, bon, lui, il dit les Arabes israéliens, vont encore une fois se révolter parce qu'ils sont, ils sont en menace comme toujours. Et je vous rappelle qu'il est l'héritier de Kahana qui souhaite expulser les Arabes de l'État d'Israël, de la terre d'Israël de manière générale, qui est plus grande que l'État. Et donc, il utilise la peur de mai 2021 pour renforcer ce racisme anti-arabe. On voit ce racisme donc, dans des événements comme ça, mais par exemple dans une loi aussi qui a été promulguée en 2011, une loi qui dit clairement que des communes avec, bon, maintenant c'est 600 familles, il peut y avoir des comités d'admission qui pourront décider qui va vivre dans la commune ou pas. Bon, il y a des gens qui disent que ce n'est pas du tout lié aux Palestiniens, mais Non. moi, j'ai fait le travail et j'ai lu un peu les protocoles des comités qui gèrent, qui ont formulé cette loi. Et il y a un parlementaire de la droite, donc d'Israël Beitenu, c'est la droite non religieuse, l'extrême droite non religieuse, qui dit, excusez-moi, mais moi, je vis dans un État démocratique. Donc, si je vis dans un État démocratique, j'ai le droit de choisir à côté de qui vivre. Et moi, je ne veux pas un voisin arabe parce que c'est mon ennemi. Donc, il y a clairement des lois dans le système juridique israélien qui montrent ce racisme anti-arabe très clairement. Là, j'ai donné juste un exemple. Et ce racisme anti-arabe est renforcé effectivement avec ce gouvernement, avec Itamar Ben-Gvir qui décide au lendemain du 7 octobre de mettre en place un de ses plus beaux projets, l'armement de la société israélienne, de la société juive israélienne, bien sûr, parce que 100 l'économie 000 permis. 100 000 permis. permis jusqu'à aujourd'hui. Aussi en Cisjordanie, les colons se baladent tranquillement avec leurs armes et aussi avec leurs uniformes parce que la plupart sont aussi des soldats et des réservistes.
Et il met en place ça tout en, tout en n'arrêtant pas de dire attention aux citoyens palestiniens. Il arme les Juifs et il dit attention aux citoyens palestiniens. C'est-à-dire, il fait qu'atteindre une deuxième fois des affrontements dans les villes mixtes. Karl, peut-être que les amis qui nous suivent vont avoir l'impression qu'on est d'accord sur tout, Nitsan et moi. C'est pas le cas. Et Alors, je voudrais il y a juste, des points de désaccord, c'est le moment de voilà, le créer un formuler point parce de qu'après, il désaccord. aille vers... Mon point de désaccord est le suivant. Je ne crois pas, comme Nitsan l'a dit, que les Israéliens soient indifférents au fait que le monde entier condamne l'action de leur armée. Bien sûr que ça peut produire des réactions nationalistes, je veux dire, d'urticaire, hein, d'eczéma. Ça énerve. Mais tous les Israéliens, quelque part, savent qu'Israël n'existe en sécurité avec l'hégémonie qui est la sienne dans sa région que parce qu'il a l'assurance tout risque américaine. Et donc, moi, je pense que ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire un monde arabe qui a manifesté par centaines de milliers, les accords d'Abraham étant coulés, au proprement dit, c'est-à-dire même les signataires des accords d'Abraham ont eu des manifestations énormes dans leur pays et doivent en tenir compte. On a eu dans certains pays occidentaux, pas tous, mais on a eu quand même à Londres des manifestations absolument sans précédent. On a eu, moi je considère que la Turquie fait partie de l'Europe historiquement, même si elle a contribué à former l'Europe par opposition à elle. On a eu des manifestations de plusieurs millions de personnes à Istanbul. On a eu en Irlande une espèce d'insurrection anti-israélienne en ce moment. L'Irlande vient de dire qu'elle rejoignait l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. Bref, on a eu vraiment, et puis je disais tout à l'heure, cette opinion américaine qui a basculé euh, complètement, pas seulement les démocrates. Si on ajoute à ça le Conseil de sécurité qui a mis le temps, mais il l'a fait quand même, et la Cour internationale de justice qui a mis le temps, mais qui a aussi mis en cause quand même le fait qu'Israël avait du mal à résister à une pulsion génocidaire. C'est pas n'importe quoi. Tout ça fait un avenir très difficile pour les dirigeants israéliens qui étaient tellement fiers de leur progrès diplomatique, hein. Netanyahou passait son temps à dire regardez en Afrique, regardez en Amérique latine. Alors il lui reste les pays et les partis populistes d'extrême droite. Avec eux, il n'y a pas de problème. Le flirt continue. Mais pour le reste, la situation est absolument catastrophique. Euh, Je pense justement que la société israélienne considère, moi j'ai déjà vu énormément d'Israéliens considèrent la décision du Conseil de sécurité comme une décision antisémite, mais ça ne surprend pas parce que maintenant toute critique envers Israël est considérée comme antisémite, mais je pense que juste ça renforce l'idée qui est très ancienne, qui apparaît déjà dans la Bible, que le peuple d'Israël doit se tenir tout seul devant les gentils qui sont méchants et les gentils avec un grand G, qui sont méchants et qui volent son mal. C'est-à-dire, il y a même il y a cette idée, et je ne suis pas sûre, même si après le 7 octobre et l'aide très importante de Biden à Israël, il y avait quand même un réveil et une compréhension que Israël dépend vraiment des États-Unis et que l'armée israélienne n'est pas aussi forte que les Israéliens l'ont pensé. Il y avait vraiment l'image qui s'est brisée. Les Israéliens étaient choqués que leur armée la plus bien forte. sûr, bien sûr. Et donc, il y avait vraiment cette surprise. Ils ne savaient pas que l'État d'Israël dépendait autant sur les États-Unis. Mais ce que je veux dire, ben, ils ne sont pas du tout indifférents envers la critique internationale. Au contraire, ce que ça fait, c'est que ça renforce l'idée qu'ils doivent se tenir bon tout seuls et doivent se réunir, le peuple d'Israël, donc les Juifs, tout seuls devant le monde entier qui les menace. Mais je pense toujours en ce moment beaucoup, je trouve qu'on ne l'a pas assez lu, au rabbin Leibovitz, Yeshayahu Leibovitz.
Je me demande ce qu'il dirait de la situation actuelle. Lui qui déjà à l'époque disait il ne faut pas aller dans les territoires occupés, il ne faut pas faire son service militaire, il faut déserter, il ne faut pas mettre le doigt dans cet engrenage. Parce que là, quand même, j'en parle souvent avec Charles Anderlin, on a des débats amicaux, mais quand même parfois assez chauds. Et je lui dis, mais toi, tu as passé 50 ans là-bas. Tu es venu, tu as fait ton alia en 68, comme si en 68, il n'y avait pas mieux à faire quand on était un jeune Français. Hein. Tu as fait ton alia, tu as passé 50 ans là-bas. Quel bilan tu fais? Voilà, le sionisme a amené au 7 octobre. Ça, c'est le bilan du sionisme aussi. C'est d'avoir créé une situation où les Juifs deviennent, les Juifs israéliens deviennent des victimes de massacres. C'est vrai que c'est très grave le 7 octobre, parce que ça prouve que toute l'idéologie de nous comptons sur notre armée et notre armée va nous protéger, elle ne mène pas très loin. Et puis, il y a le génocide ou le génocide en cours à côté. Voilà, c'est ça le bilan du sionisme. Moi, mon père était à Auschwitz, et il n'a jamais été sioniste à cause de ça, parce qu'il ne croyait pas qu'on puisse en finir comme ça, avec le nationalisme développé à la fois par les sionistes et puis qu'ils soient de gauche ou de droite, on a un corpus raciste fondamental qui amène à cette catastrophe. Eh bien, justement, euh, quelle, quelle issue pouvons-nous envisager aujourd'hui à tout cela? Hein, la situation est quand même extrêmement dégradée, pour ne pas dire catastrophique. Elle est objectivement catastrophique pour les Palestiniens, mais la société israélienne telle que vous la décrivez aujourd'hui, sa situation est extrêmement dégradée par rapport à ce conflit et par rapport à l'attitude générale de l'opinion par rapport à ce conflit. Les États-Unis, on le voit, on a deux concurrents à la présidentielle, dont l'un est un soutien extrêmement ardent et l'autre à peine moins ardent euh, d'Israël. Israël dépend essentiellement des États-Unis. Est-ce qu'un calcul simpliste aujourd'hui ne serait pas de dire de toute façon le prochain président nous soutiendra, donc on va continuer dans cette politique à courte vue, alors qu'il y a plein qui est sous-tendu par ce racisme, par cette volonté de se débarrasser une fois pour toutes des Arabes, mais aussi par des enjeux plus tactiques qui est le maintien le plus longtemps possible de Netanyahou au pouvoir. Est-ce que, comme l'écrit récemment Shlomo Sand, est-ce qu'il faut passer par une énième catastrophe pour que ce conflit trouve enfin une solution équitable et durable, ou est-ce qu'il y a d'autres issues possibles que le passage contraint par des catastrophes qui seraient de plus en plus grandes et de plus en plus meurtrières? Alors, si je peux me permettre, d'abord, on parle de la guerre, ce qui est évidemment la situation centrale, mais si on parle de la question globale de cette rencontre, de où va la société israélienne, il faut savoir qu'il y a une guerre symbolique à l'intérieur de la société israélienne. Il y a ceux, notamment les familles d'otages et ceux qui les soutiennent, qui demandent ils demandent de négocier pour libérer les otages. Il n'y a pas de discussion sur les civils à Gaza ou ce qui se passe à Gaza, mais négociation pour libérer les otages. Il y a une forte contestation, il y a des contestations, des manifestations contre le gouvernement tout le temps, toute la semaine, à la Knesset, à Tel Aviv chaque semaine. Il y a les manifestations, il y a une place à Tel Aviv destinée uniquement pour les otages, pour libérer les otages. Face à ça, on voit les familles qui parlent, qui pleurent, qui demandent la libération des otages, qui supplient, qui vont au Parlement, à la Knesset et qui supplient, qui demandent aux parlementaires arrêter et libérer les membres de nos familles. Et face à cela, il y a des parlementaires qui
qui veulent à tout prix continuer l'opération, mais notamment, il y a ceux qui veulent recoloniser Gaza. Donc, il y a vraiment une fracture qui, bah, on l'a vu aussi pendant la contestation contre la réforme judiciaire, mais peut-être une petite histoire. Il y a par exemple, il y avait un comité sur la peine de mort. Ben-Gvir et Otzma Yehudit sont partis, ont décidé d'avoir une discussion un mois après le 7 octobre qui servait à rien parce que ils n'allaient même pas discuter la loi sur la peine de mort et décidaient de faire une discussion. Il y a des familles d'otages qui sont venues les voir et ils ont dit, si on va parler de peine de mort maintenant, on risque la vie de nos familles, de nos membres de famille qui se trouvent à Gaza. S'il vous plaît, ne parlez pas de ça. Et je sais personnellement, parce que j'ai parlé avec un membre de famille d'otage, que Ben-Gvir l'a touché, l'a caressé comme ça et lui a dit, moi, je vais quand même en parler. Donc, il y a une fracture très importante au sein de la société israélienne et qu'on a vu aussi pendant la contestation. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à Gaza, c'est plutôt les familles d'otages et ceux qui les soutiennent. Et ceux qui veulent recoloniser Gaza, aujourd'hui, il s'agit de 20% de la société israélienne. Et pour eux, l'issue, c'est recoloniser Gaza, reconstruire les colonies qui ont été détruites par le plan d'Ariel Sharon en 2005. Et d'ailleurs, ça aussi, je rappelle ça dans chaque occasion, en mars 2023, ce gouvernement annule la loi sur le désengagement. Le désengagement, c'est le plan qu'Ariel Sharon a mis en place pour détruire les colonies de Gaza et aussi 4 colonies dans le nord de la Cisjordanie. Et ce que ça dit concrètement, cette annulation de cette loi, c'est que c'est possible légalement dans la loi israélienne de recoloniser Gaza. Et ces gens-là veulent le faire et on voit le 28 janvier, on va à un rassemblement avec 11 ministres et 27 membres de la coalition gouvernementale qui demandent de recoloniser Gaza. Donc, l'issue, à l'intérieur, même à l'intérieur de la société israélienne, et on ne peut même pas y penser parce que tout est tellement fracturé. Et il faut aussi le rappeler qu'en même temps qu'il y a cette guerre, il y a aussi à l'intérieur de la société israélienne des fractures très importantes. Moi, Merci. je suis quelqu'un qui combat depuis des années, dans tous les domaines, pas seulement sur ce conflit, tout ce qui est monocausal. Je ne crois pas qu'il y ait une seule cause des phénomènes auxquels on peut assister, ni une seule réponse. Hein. Donc, pour essayer de répondre à ce que tu as dit, ce ne sera pas génial, je vais simplement te dire, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Moi, je considère le facteur dominant en ce moment comme étant l'évolution de la politique américaine. Je dis américaine, il faut dire aussi canadienne, hein, puisque les Canadiens ont décidé, ils sont plus avancés que Biden, de ne plus livrer d'armes à Israël. C'est très important. On a aussi la situation dans l'Union européenne. On a aujourd'hui le Parlement européen et la Commission qui ont pris des mesures. Hein, c'est des mesures qui ne sont pas à la hauteur de la tragédie, mais c'est des mesures pas du tout sans importance. C'est l'interdiction d'importer des produits des colonies israéliennes. Une chose qui n'avait jamais été faite. On avait demandé l'étiquetage, jamais l'interdiction. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire toute une série de roitelets ou de présidents, je ne sais pas comment il faut dire, de fantoches des pays arabes, qui, bien sûr, comptent sur Israël pour les aider, notamment pour aider à leur sécurité, mais qui savent aussi qu'ils dépendent de leur propre opinion. Après l'expérience des révolutions arabes, je ne vois pas Mohamed Ben Salman signer aujourd'hui les accords d'Abraham alors que l'immense majorité de sa population y est hostile. Hein, dans le monde arabe actuellement, on a 8% des Arabes qui sont pour la normalisation avec Israël, pas plus. Alors ça, c'est le cadre général de réponse. À mon avis, c'est là que les choses décisives se passent. Ensuite, il y a les deux acteurs eux-mêmes. Et je ne mettrai pas sur le même plan, mais quand même, pour le dire franchement, il est plus que temps qu'on ait une direction palestinienne unifiée avec une stratégie capable
de faire preuve de dignité. Actuellement, ce qu'on a à Gaza, on le sait, avec le Hamas, mais ce qu'on a en Cisjordanie, c'est guère mieux. C'est un pouvoir collabo qui travaille avec, qui assure la sécurité d'Israël en échange de rien du tout. Il a le droit, comme le disait Ben Gvir dans une émission que j'avais vue, de nettoyer les poubelles, quoi, ramasser les poubelles. C'est la manière dont on voit la souveraineté palestinienne. Donc je crois que c'est très important qu'on ait une reconstitution d'un mouvement palestinien unifié, pas unifié les appareils, mais unifié dans la population avec un soutien populaire. Tout ça peut effectivement avoir des effets sur les contradictions qui demeurent dans la société israélienne. Moi, je suis, comment dirais-je, convaincu depuis plusieurs années que la question palestinienne n'est pas isolable de la question, par exemple, des rapports entre laïcs et religieux. Les 2 tiers des Israéliens ne veulent pas entendre parler d'une forme de théocratie, quelle qu'elle soit. On a 75% des Israéliens qui, dans les enquêtes qui ont été faites depuis plusieurs années, disent on veut une séparation de l'État et de la synagogue. Donc ça aussi, c'est des éléments, c'est-à-dire, c'est pour ça que je suis d'accord avec Nitzan là-dessus. Il y a plein d'éléments qui sont des éléments moteurs dans la société israélienne, même si sur la question centrale, le consensus anti-palestinien est un mur de béton pour l'instant. Bah, écoutez, merci beaucoup tous les deux. C'était un entretien passionnant. J'espère qu'il va autant passionner ceux qui le regarderont qu'il m'a passionné.